Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Science et Vie. Je m'appelle Sylvie, je suis avec mon camarade Valentin qui est aux commandes et nous accueillons aujourd'hui Romain Troublé de la Fondation Tara. Tout d'abord, je voudrais reparler du triste événement que nous célébrons aujourd'hui. Ce sont les 10 ans de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. Alors, si vous voulez en savoir plus, la rédaction livre plein d'analyses des conséquences de cette catastrophe dans le magazine Science et Avenir qui est en kiosque et sur le site web. Par ailleurs, le magazine La Recherche, qui désormais fusionné avec Avenir, sera le 4 avril avec toute une analyse sur la sûreté nucléaire dans le monde à Fukushima. Voilà, ça c'était il y a 10 ans, c'est le passé. Aujourd'hui, nous allons passer de l'avenir, parler de l'avenir, c'est-à-dire les 10 ans à venir, et cette décennie voulue par les Nations Unies pour développer des sciences océaniques au service du développement durable. Romain Troublé. Alors, vous allez nous parler de cette décennie, mais pouvez-vous nous parler de l'aventure Tara, qui a commencé avec une goélette? Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je m'appelle Romain, je dirige l'aventure Tara depuis qu'elle a été fondée il y a 17 ans maintenant, ça a commencé en 2003. Et c'est aujourd'hui, Tara c'est le nom d'une goélette, un bateau qui a deux mâts, qui fait 36 mètres de long et 10 mètres de large, et qui navigue à travers le monde depuis 17 ans sous le nom de Tara, et bien avant encore, sous votre nom. Et la goélette navigue pour deux raisons. Soutenir les recherches scientifiques sur les océans, sur la biodiversité marine. Et également partager ses connaissances, partager ses découvertes, partager ses missions avec le plus grand public. Romain, ouais. Je vous arrête parce qu'en fait, on vous entend très très mal. Est-ce que par hasard vous avez un casque, quelque chose, il y a un souci? Ouais, je mets un casque, ça marche mieux. Est-ce que ça va mieux? Allô? Pas vraiment. Allô? Allô? C'est déjà un peu mieux. Ça va mieux là? Oui. Parfait. Ah, c'est bien. Super. Super. Merci, excusez-moi pour le son. Alors voilà, je recommence donc, parce que vous n'avez pas parfaitement rendu bien oui, entendre. tout à fait. Donc la Fondation Tara, elle existe depuis 17 ans. C'est le nom d'un bateau, Tara, c'est le nom d'une goélette qui fait 36 mètres de long et 10 mètres de large. Goélette, ça veut dire deux mâts, bateau à voile, hein, et qui emmène avec à son bord entre 14 et 16 personnes autour du monde depuis 17 ans, et avec deux principaux enjeux en tête. Hein. C'est d'abord de soutenir la recherche océanographique, la recherche des écosystèmes, sur le climat, sur la biodiversité, sur les enjeux de pollution des océans à travers le monde, avec plein de chercheurs différents, de plein de laboratoires différents dans le monde, on va en parler plus tard. Et puis de partager ses recherches, partager l'éducation, partager ces enjeux-là, en tout cas, avec le plus grand nombre, avec vous aujourd'hui, mais avec les écoliers dans les écoles françaises et de la francophonie, et également avec les hommes politiques et le monde politique, puisque c'est aussi des enjeux de gouvernance et de politique internationale et globale dont il s'agit souvent. D'accord. Et c'est pour ça que vous êtes impliqué désormais dans cette décennie 2021-2030 pour les océans. Voilà. Et avant de parler de ça, mon parcours à moi, c'est que je suis un marin depuis très longtemps, depuis toujours quasiment. J'ai fait la biologie, j'ai fait la biologie marine, la biologie moléculaire, donc l'ADN, la génomique, tout ça pendant mes études. Et sur Tara, il y a à la fois tous ces enjeux de navigation, et de problématiques maritimes, de bateaux, mais également beaucoup de recherche et maintenant beaucoup de politique. Alors, en parlant de politique, la décennie des Nations Unies pour les recherches scientifiques marines, pour le développement durable, donc on est quand même dans un truc très compliqué, hein. UN Decade for Ocean Science for Sustainable Development. Elle est importante parce qu'il y a eu dans l'histoire beaucoup de décennies comme ça organisées pour l'hydrographie, pour d'autres sujets. Il y a souvent aussi des années polaires, des années géophysiques
qui ont souvent débouché sur des grandes décisions de gouvernance. Ça a débouché notamment sur l'enjeu du traité de l'Antarctique il y a 70 ans. Et à chaque fois, ces grandes décennies permettent de mobiliser toute la société scientifique internationale, d'aligner les enjeux, d'aligner aussi les perspectives et les visions, et de faire travailler ensemble tous ces chercheurs du monde entier sur une même feuille de route. Donc, cette décennie elle est importante parce qu'elle va permettre de mettre l'accent sur l'océanographie, sur notre planète océan, qui est bien moins connue que la Lune, bien moins connue que même Mars aujourd'hui quasiment, en termes de surface de fond des océans explorés, pendant 10 ans et à l'échelle globale. Donc c'est important, c'est très important. Pourquoi c'est mal connu? Les océans sont très compliqués d'accès, vous me direz Mars aussi. Et Mars, les satellites autour de Mars qu'on a mis ont permis de mapper et de cartographier quasiment toute la planète. Au fond des océans, on estime qu'à peu près 5% du fond des océans a été même sondé, même savoir quelle profondeur il y a, à peu près 5% de la surface des océans. Donc on est vraiment dans un inconnu total. Inconnu total, et au-delà de ça, c'est le plus gros biotope de la planète. C'est l'océan qui héberge le plus de vie planétaire aujourd'hui. C'est pas dans les fines couches de sol, finalement, qu'il y a beaucoup de vie, mais finalement, c'est pas très profond. La vie, on la trouve sur quelques mètres de profondeur, parfois dizaines de mètres. Mais dans l'océan, on a de la vie entre la profondeur moyenne, c'est 4000 mètres, 3500 mètres. Entre 3000 mètres de profondeur et la surface, on a de la vie à tous les niveaux, à toutes les profondeurs, et ça accueille énormément de biomasse aujourd'hui. Alors, d'une part, quel est le lien de l'humanité avec les océans, et est-ce que ce lien est menacé? Alors, l'océan, quand on parle aux astronautes comme Thomas Pesquet ou comme Claudie Ignoré, les Français en tout cas, et qui vous disent quel est leur plus important, ce qui l'a le plus marqué quand ils sont partis dans l'espace pendant quelques mois, tous répondent, c'est premier coup d'œil sur la planète, où je me suis rendu compte qu'elle n'était pas terre, mais qu'elle était océan. C'est ce que m'a dit Ignoré, c'est ce que m'a dit Thomas aussi, et il faut bien prendre conscience qu'on vit finalement sur un archipel. La planète est recouverte à 71% d'océan, et on vit sur des continents qui sont finalement un espèce d'archipel qui est au milieu de cette vaste étendue d'eau. C'est important de prendre conscience de ça. Alors, la relation entre l'humanité et l'océan, il y a un fameux marin français que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Éric Tabarly, qui a toujours dit la mer, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils regardent la plage. C'est-à-dire qu'on s'intéresse davantage, bien plus à notre territoire marin, de paysans, de travailleurs de la terre, de la sécurité de la terre aussi, et que pour beaucoup de gens dans le monde, l'océan est synonyme de danger, d'invasion dans l'histoire, d'insécurité en fait majeure. Et c'est ce rapport-là qui est compliqué aujourd'hui à reconstruire, ou à construire tout simplement directement, parce qu'on ne se rend jamais vraiment compte de notre dépendance à cet océan. On a du mal à se rendre compte dans notre quotidien, dans nos villes, principalement aujourd'hui l'humanité dans les villes, que finalement on est relié à chaque fois qu'on respire, une fois sur deux, on est relié à cette vie marine indispensable. C'est-à-dire que l'oxygène que nous respirons vient de l'océan. Oui, c'est tous ces micro-organismes, toute cette biomasse, je l'ai cité tout à l'heure. Finalement, les poissons et ce que vous connaissez, les mammifères, les dauphins, vous connaissez tous, c'est à peu près 10% de la biomasse des océans. La biomasse, c'est 10% du poids de tout ce qui vit dans l'océan. C'est ce qu'on a en tête. Les poissons, les crustacés, les mammifères, etc. Le reste, c'est énormément de micro-organismes, en fait, qui ne sont pratiquement pas visibles à l'œil nu, et qui vivent dans l'océan, et qui se renouvellent tous les 15 jours, et ces organismes-là, qu'on appelle aussi le microbiome, qu'on appelle les microbes de l'océan, le plancton, qui dérive dans l'océan. Ils sont là, ils accomplissent chaque jour des services indispensables pour notre vie sur la planète. Ils produisent de l'oxygène autant que les plantes sur la planète. Ces organismes micro-algues vertes comme les arbres produisent autant d'oxygène que les plantes terrestres. Ils stockent à peu près 40% du carbone qui est stocké de l'atmosphère
qui est enlevé de l'atmosphère chaque jour par l'écosystème Terre, que ce soit par les organismes terrestres ou marins. On estime que 40% sont capturés par les océans. Et puis, cet écosystème microscopique qui a l'air de rien, qui est composé de virus, de bactéries, de micro-algues, de micro-animaux, eh bien, il a la magie de transformer l'énergie solaire et les quelques éléments nutritifs dans la mer en matière organique qui sert à alimenter les chaînes alimentaires au-dessus de ces petits organismes. Et nous-mêmes à la fin. Il nourrit aujourd'hui 2 milliards de personnes sur la planète. Donc c'est un écosystème qui est, j'ai envie de dire, aussi crucial pour les équipes planétaires globaux que notre microbiome intestinal qu'on a dans notre intestin qui nous permet de digérer les aliments qu'on mange chaque jour. Ils sont vitaux pour nous. Et finalement, on se rend compte petit à petit, en connaissant mieux ces écosystèmes, eh bien, que tous ces micro-organismes marins ont un rôle vital pour les grands équilibres planétaires dont on bénéficie. Alors, nous avons l'Islandais qui nous fait un commentaire en disant « En soi, je ne pense pas que les océans disparaissent, sauf si on détruit la couche d'ozone. En revanche, garder la pureté des océans, de l'océan, c'est plus problématique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les océans ne vont pas disparaître, hein. Ça c'est sûr. Les océans sont là depuis la nuit des temps. Les océans ont beaucoup changé depuis l'apparition de la vie sur la planète. Hein. Et je rappelle que la vie est apparue dans l'océan d'ailleurs, c'est important. Et donc la question c'est est-ce qu'on craint plus la couche d'ozone ? Alors voilà, elle est juste en dessous. Voilà. Ils ne disparaîtront pas, sauf si on détruit la couche d'ozone, mais la pureté de l'océan bien sûr, c'est un problème. La température de l'océan est un problème. Et sa pureté, sa propreté, sa protection est un enjeu majeur. Parce que ces écosystèmes dont je viens de parler, ils sont perturbés par toutes sortes de stress, que ce soit la température, qui est le premier stress aujourd'hui. L'océan a absorbé 90% de la chaleur émise depuis 2 siècles. Donc c'est quand même beaucoup. Ils sont liés à la pollution, évidemment. À notre pollution tous les jours, le plastique qu'on connaît tous, mais aussi à d'autres molécules, les résidus de médicaments, les pesticides, tout ça, ça finit dans l'océan. D'accord, il y a Kirlouk. Attendez, voilà, que je vois. La température des océans, la température de l'océan, c'est bien dû au changement climatique, bien entendu. On mesure l'océan. Ouais. C'est peut-être plus compliqué parce qu'à la fois, elle absorbe la chaleur, mais puisqu'il y a une fonte, il y a une fonte des calottes, une fonte arctique, antarctique, il y a de l'eau froide aussi qui arrive, qui perturbe la circulation océanique. N'est-ce pas ? C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que l'océan, ça fait 2 siècles qu'on a commencé à chauffer, à mettre en route le chauffage de la planète, hein, à déclencher un changement climatique depuis la révolution industrielle. Surtout depuis 70 ans, hein, surtout depuis un siècle, surtout qu'on a beaucoup chauffé. Et donc cet excès de chaleur a été absorbé par la mer. On le voit, parce qu'on voit bien que l'océan se réchauffe jusqu'à des couches de 800 mètres de profondeur. On voit un réchauffement moyen de la mer. Ça a pour conséquence plusieurs conséquences. La première, c'est que ça affecte tous les écosystèmes. Cette chaleur change les équilibres de la mer et donc change complètement l'équilibre en bactéries des océans et donc en tout ce qui reste autour. Mais également, la mer, elle n'est pas figée. La mer, elle n'est fait que... Les courants marins sont générés que par les différences de température entre des masses d'eau qui ne se mélangent pas et qui se courent après tout le temps et qui essaient l'une étant plus légère que l'autre, l'eau chaude est plus légère que l'eau froide. Finalement, on a des grandes circulations. Et on estime qu'une goutte d'eau qu'on dépose au pôle Nord, eh bien, elle met 500 ans pour revenir à son point de départ. Et donc, changer la température va changer ces équilibres de température et donc va changer aussi les courants. Et on parle récemment, il y a un papier scientifique qui est sorti il y a 3 semaines sur le Gulf Stream qui peut être affecté sa dynamique peut être affectée par ces changements de température sur le changement climatique. Et l'autre capacité aussi, c'est que l'océan qui est plus chaud stocke moins d'oxygène, arrive à dissoudre moins les gaz, et donc on a aussi un impact sur l'atmosphère de cet océan qui se réchauffe. Alors, Clean nous demande si la chaîne alimentaire est impactée par le réchauffement climatique. Oui, elle l'est.
On a du mal à comprendre comment vraiment, mais elle l'est. Par exemple, je vais prendre des exemples. Si vous regardez ce qu'on pêche en Bretagne aujourd'hui, on pêche du maigre. Le poisson maigre, on en voit partout. Et beaucoup de stocks de pêche, c'est pêche ça qu'on pêchait. On pêchait en Bretagne il y a 30 ans de la morue ou du merlu. Et ce merlu, maintenant, il est en Écosse. Et donc finalement, parce que l'eau se réchauffe, et donc les écosystèmes adaptés à cette eau chaude migrent en même temps. C'est-à-dire que le maigre était pêché il y a 20 ans au Portugal, il est maintenant pêché en Bretagne. Et donc tout ça fait qu'on change nos habitudes économiques, nos habitudes de pêche. Ça change en fait. Et arriver à prédire davantage ce qui va se passer demain, c'est un peu tous les enjeux que Tara pousse aujourd'hui avec ses recherches, avec le CNRS, avec le CEA, etc. C'est d'essayer de comprendre davantage comment ça fonctionne et comment du coup cet écosystème va être affecté et comment il va réagir demain pour que nous, société humaine, on s'adapte davantage. On se prépare. Alors l'un des spectateurs nous dit que les saumons aussi remontent dans la mer du Nord. Toujours Kirkoulou nous dit il y a des solutions qui existent. Justement, cette décennie à venir, j'imagine que c'est les sciences océaniques vont essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'on a des pistes? Sur les solutions, Oui. bien sûr, la solution avec cette chaleur, on la connaît tous, c'est l'accord de Paris. C'est la seule solution qu'on a aujourd'hui. C'est d'arriver à aligner ce qui s'est passé à Paris il y a 6 ans. Ça a l'air de rien. Ça a l'air une réunion politique assez ronflante et pénible à suivre, etc. Il n'empêche que c'est la première fois dans l'histoire de notre humanité que nous sommes entendus sur le monde énergétique à 50 ans en arrière. On a 50 ans après, dans le futur. C'est-à-dire que l'accord de Paris, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut que le monde soit carbone neutre en 2050 pour contenir un changement climatique à moins de 2 degrés à la fin du siècle. Ça veut dire aussi que c'est la fin que le monde entier a acté que c'est quelque part la fin du tout pétrole et tout charbon pour faire de l'énergie. On n'y est pas, bien entendu qu'on n'y est pas. L'ambition, elle était là il y a 6 ans. Elle a pris 4 ans de Trump dans la figure et elle a désaligné beaucoup de pays qui étaient alignés en 2015. Ça peut revenir, ça va revenir, je pense, dans les mois qui viennent. On va changer de trajectoire et aller essayer de reprendre le discours là où on en était en 2016. On a perdu 4 ans, et j'ai envie de dire, on a perdu 4 ans, comme on a perdu 8 ans il y a une vingtaine d'années, quand Kyoto a été négocié. 1 an plus tard, George Bush a été élu, et on a perdu 8 ans d'avancée climatique à l'époque déjà. Et ça s'est reproduit avec le président Trump, qui, bien que ce soit qu'un pays, c'est un pays qui démobilise énormément facilement la communauté internationale. Ça, c'est une solution globale. Hein. Après, il y a des solutions. Sur la pollution, il y en a plein, et celles-là, elles sont atteignables en moins de quelques années. La pollution par des nitrates qu'on peut observer en Bretagne, qui fait des grandes marées vertes, la pollution par les eaux usées, par les pesticides, tout ça, c'est atteignable très facilement. C'est une question politique, décision politique, court terme. Il y a une question de Tessaï qui dit, alors je ne l'ai plus en vue, mais qui disait que est-ce que les poissons qui migrent vont pouvoir s'adapter ou est-ce qu'il y a un risque d'extinction? Alors, ce qu'on voit, c'est que ces grandes espèces marines, ces grands stocks de poissons, ils migrent à peu près de 6 à 7 km chaque année vers le nord. Donc aujourd'hui, la morue, on la pêche au Lofoten. Je ne sais pas si vous connaissez Lofoten, c'est un archipel au large de la Norvège. Et donc, ils vont migrer vers le nord, en fait, avec la température. Ils ont une température idéale. Donc, d'autres espèces vont prendre leur place en Europe. Mais celles-ci vont monter vers le nord jusqu'à aller au pôle Nord. Une fois qu'elles seront au pôle Nord, il n'y aura plus nulle part où aller pour trouver d'autres eaux plus. Donc, c'est ça qu'on va perdre des espèces, sans doute. La réponse est oui, sans doute. L'Islandais nous dit qui nous parle de La Niña. El Niña, voilà. Et il dit peut-être si on tentait de favoriser ces courants, on pourrait refroidir les océans. Ça me paraît très ambitieux, mais voilà, quel est votre avis? Rien que le fait, regarde dans ce que vous dites, ça arrive tous les 7 ans, c'est que en fait, c'est des systèmes qui ont une inertie, une ampleur, une dynamique qui est bien au-delà de ce que l'homme peut espérer changer avec ses petits bras.
On le change avec tous nos petits bras parce qu'on change avec le changement climatique, on affecte tout ça. Et la Niña, c'est un cycle en fait entre la Niña et le Niño qui, dans le Pacifique, altère toute la circulation des courants marins et qui, pour l'un, vient abîmer les récifs coralliens du Pacifique, le Niño, et l'autre, comme vous dites, déclenche des typhons, comme on en voit un en ce moment même à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est des gros phénomènes. Voilà. Et les humains ne peuvent vraiment pas, enfin, c'est mon opinion personnelle, mais ça va être compliqué d'influer sur ces grands phénomènes que nous subissons au final. Alors, on n'a pas les moyens de changer le fonctionnement de cette planète. On le fait, comme vous le disiez, en transformant l'atmosphère, mais bon, voilà. Alors, on fait la géogénierie, on appelle ça la géogénierie, c'est-à-dire de jouer les apprentis sorciers en changeant l'atmosphère, en mettant un voile chimique pour arrêter les rayons du soleil. Bon, le problème, c'est quand on fait ça, c'est qu'on n'arrive jamais à mesurer les dommages collatéraux. Et il y en aura plein. Donc voilà, non. Mais on voit bien le dommage collatéral du changement climatique, on l'observe bien de plus en plus d'ailleurs. Alors, Grog nous dit, quel domaine est le plus gros pollueur des océans? Quel domaine est le plus gros pollueur des océans? Le plus gros pollueur des océans, c'est le changement climatique, d'après moi, si on appelle ça une pollution. Mais si on parle les plastiques. Aujourd'hui, le plastique, ouais, en tout cas, c'est celui qui est le plus perceptible. Le plastique et tout ce qui coule de nos rivières, de nos bassins versants, de notre quotidien, de notre cuisine, c'est majeur. Et j'ai un ami qui revient même hier, qui est venu d'un embarquement entre le Timor et oriental et en Asie du Sud-Est, là. C'était une catastrophe. Ce coin-là de la planète n'a pas compris vraiment l'effet du plastique dans la mer, en fait. Il se pose encore des questions, mais ça, je crois qu'il n'y a pas d'effet, en fait. Il se pose que c'est même pas un problème, en fait. C'est une question d'éducation très forte. Alors, j'avais vu une question, il faudrait remonter. Je ne sais pas comment je remonte, que je trouve intéressante. Je vois qu'il y a une question sur la Niña sur le Costa Rica. Ils utilisaient ça pour les histoires de vagues, mais évidemment, c'est changer les courants. Ça change aussi les vagues. Et en fait, quand vous avez du courant contre du vent, ça génère une énorme houle qui fait que c'est pour ça que les surfeurs costaricains, ils appellent ça comme ça. Alors, il y en a quelques-uns qui ont envie d'avoir un message positif. Et j'ai vu passer une question. Une question, alors je ne vois plus les noms, désolé, sur quelqu'un qui disait, est-ce qu'il y a des changements dans certaines régions du monde, des gens qui commencent à prendre conscience et qui changent leur comportement? Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de changements. Et il y a aussi beaucoup de changements d'habitude de consommation. Parce que les solutions, c'est tout ce qui génère tous ces enjeux dont on a parlé, c'est la consommation, la surconsommation, notamment le plastique, ça coûte un, mais aussi le changement climatique, c'est la suractivité. Voilà, tout ce que je pense pas que la génération j'appelle ça les digital natives, qui sont nés avec un iPhone, quand on avait un iPhone dans la main, nous, je pense pas qu'ils consommeront comme nous on l'a fait depuis 40 ans. Je pense qu'il y a une façon différente de voir les choses. Alors tous les pays le font pas, bien entendu. L'Europe est une des zones de la planète qui est la plus progressiste. On a toujours tendance à se flageller sur dire on fait pas assez, on fait pas trop, on fait pas ci, on fait pas ça. Mais l'Europe est de loin la zone de la planète qui est la plus proactive dans tous ces enjeux de biodiversité, de protection de l'environnement, de pollution, changement climatique. L'accord de Paris le prouve, ça s'est passé à Paris, c'est pas passé en Chine. Et bien sûr qu'il faut être positif. De toute façon, ça sert à quoi d'être négatif en fait? Ça sert à pas grand-chose. C'est clair. On n'avance pas. Si on se dit que c'est perdu. Voilà, et puis on fait tous des enfants, on est tous, et quand on fait des enfants, ça veut dire qu'on croit en l'avenir, et donc. Et on a envie qu'ils vivent bien. Et voilà, on n'a pas trop le choix en fait. Et puis 2 degrés sera mieux que 3, 4 degrés sera mieux que 5, et donc il faut toujours faire mieux. Ouais, toute avancée est bonne. Il y a eu quelqu'un, donc c'est Speakive, qui disait que dans son pays, le plastique venait et Marty Watch qui lui demandait quel pays. Le Rwanda? Non. C'est le Rwanda était le plastique. Le Rwanda, d'accord. Mais il y a longtemps déjà.
Ah, un Kirloko qui dit, nous, on n'a pas tous des enfants. Exactement. Peut-être Mais que vous allez en avoir. peut-être un peu jeune, hein. C'est peut-être à un moment, ça peut arriver. Ouais, Et c'est vrai qu'on leur vaut le Aujourd'hui, on essaye de conquérir d'autres planètes pour plutôt que sauver la nôtre. Oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est l'aventure spatiale. Hein. Ça ne concerne que quelques happy few. Kirikulu, 34 ans, c'est l'âge. Voilà, je suis une femme, et bien c'est l'âge auquel j'ai eu mon premier enfant. Voilà, c'est pas une question d'âge. L'île Maurice, voilà, on a la réponse. Et surtout, chacun fait ce qu'il veut. Exactement. L'île Maurice, c'est interdit le plastique, d'accord. Ouais. Alors, les microplastiques se trouvent sur nos plages, mers et poissons. Alors, la solution au microplastique, au plastique en général, elle est. J'adorerais vous dire, moi, le marin qui passe toute ma vie avec l'équipe Tara en mer, j'adorerais vous dire que la solution, elle est en mer. Et en fait, non, la solution, elle est à terre que ça se passe. Parce qu'en fait, en mer, on a un stock de plastique, on a mis depuis 50-70 ans, mais c'est à terre que les choses vont se régler. C'est de couper le robinet, en fait, du plastique qui coule dans l'océan. Et ça, c'est pas si compliqué. C'est une question de volonté politique, bien entendu, donc de citoyens qui votent. C'est une question de loi, bien entendu, une question aussi d'industrie et de consommateurs, parce que finalement, on consomme, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce que quand on achète quelque chose au supermarché, on se pose la question, il y a plus de plastique là que dans celui-là. Là, ils ont fait un effort, ils n'ont pas fait d'effort sur le packaging plastique. Qu'est-ce que je peux avoir comme impact, moi? Et je peux vous dire que cet impact-là, c'est de loin le plus gros impact que vous pouvez avoir sur ce problème de plastique. C'est où est-ce que vous mettez votre argent quand vous achetez, soit en vrac, soit pas en vrac, etc. On peut tous agir, quoi. Ouais, bien sûr que oui. Aujourd'hui, le monde est dirigé par la consommation. Et donc, si on change un peu de consommation, je ne dis pas d'arrêter de consommer. Je dis de favoriser les acteurs, il y en a plein, qui jouent le jeu et qui se posent des questions et qui essaient d'agir. Bien sûr, ce n'est pas jamais parfait, mais c'est toujours mieux. Et puis, de mieux en mieux, on va vers du super. J'avais vu passer une question qui est déjà partie dans les profondeurs sur si la mer, la mer va monter, parce qu'elle est déjà en train de monter. Est-ce qu'il y a des villes qui sont menacées? Bien sûr, bien sûr. Une des premières, c'est Jakarta. Ouais. Après, qui a déjà des problèmes aujourd'hui, qui relocalise une partie de ces quartiers. Il y a Miami, qui est sous l'eau très rapide. Ils ont des pompes dans les rues de la ville pour pomper l'eau de la ville pour la mettre ailleurs s'il y a un ouragan. Donc ils sont déjà embêtés, quoi. Et donc oui, ça c'est sûr, ça arrive et ça va arriver plus vite qu'on ne le pense. Oui, c'est en fait comme le dit Kirikulu, c'est toutes les villes de bord de l'eau, effectivement, selon le niveau. Vous êtes à fond. Hein. Oui, elle, c'est une femme. Ouais. C'est une femme. Oui, de fait. Villes, oui, alors il y a des villes plus ou moins basses sur l'eau, en fait. Hein. Lagos, au Niger, c'est une catastrophe déjà aujourd'hui, hein, sociale. Alors effectivement, il y a toutes les îles San Francisco, mais il y a aussi les îles basques, les îles coralliennes, enfin c'est ceux qui sont au bord de l'eau, avec très peu de hauteur, qui de fait, on parle déjà d'exilés climatiques. Oui. Et puis il y a une grosse prise de conscience qui a été faite lors de en France avec Cynthia, à La Rochelle, qui a été envahie et beaucoup de gens sont décédés. Et à New York aussi, il y a eu un ouragan il y a 5 ou 6 ans qui a complètement envahi le sud de Manhattan. Et ça a été un vrai basculement dans la prise de conscience de tout ce qui se passait. C'est à partir de là que beaucoup de gros fonds de pension ont commencé à se poser la question de savoir quel était l'impact carbone de leurs investissements et commencé à se poser la question de mettre la pression finalement sur ces enjeux climatiques. Et donc il faut, et c'est peut-être ça la leçon, c'est que l'homme est toujours un peu optimiste ou se dit toujours que c'est pas pour lui et que c'est pour les autres. Et il faut une catastrophe, un peu de chaos pour réagir. Souvent, malheureusement, c'est comme ça que l'histoire a avancé. Et Almavo va dans votre sens en disant il y aura un problème pour reloger les populations. Je pense qu'on ne relogera pas forcément les populations. Il va y avoir des déplacements
Romain, qu'est-ce que vous en pensez? Il va y avoir quoi? Des plateaux? Sur le fait voilà, si ces villes sont submergées, il va y avoir des mouvements de population, mais qui ne seront pas forcément organisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, les gens vont, comme vous, hein, vous êtes avec votre famille quelque part et l'eau arrive, vous faites quoi? Vous n'attendez pas qu'on vous dise ah, vous allez là-bas, vous partez. Et c'est ce qu'on observe avec les guerres déjà. On voit bien que les migrants qui arrivent en Europe, ils fuient la guerre, ils fuient la misère dans leur pays, en Syrie ou je ne sais pas où. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Et je pense que quand vous voyez vos proches qui ont faim, qui n'ont pas à manger ou qui sont dans l'eau, bah, il n'y a même pas à réfléchir. On part, puis voilà, puis on verra plus tard ce qui se passe. Alors, Blutch. Mais aujourd'hui, il y a un besoin pour les villes littorales de se poser la question de, comment je me protège? Est-ce que je fais du béton ou est-ce que je mets des dunes, je mets des trucs naturels pour lutter contre cette élévation de la mer? Et deux, comment je vais redispatcher mes quartiers ailleurs qu'au bord de la mer? C'est sûr. Alors ça, c'est l'un des grands enjeux de la décennie d'ailleurs. C'est effectivement par bassin océanique réfléchir aux villes. Oui, parce qu'en plus, la montée de la mer ne sera pas uniforme. Elle n'est pas la même partout. Des endroits, ça ne va pas bouger, des endroits, ça va monter. Donc, c'est assez au cas par cas, en fait. Enfin, zone par zone. Alors, Blutch voudrait savoir que l'on détaille un peu le processus de montée des eaux à cause du réchauffement. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est que quand vous faites bouillir de l'eau dans votre casserole, ça déborde. Ça déborde parce qu'en fait, l'eau se dilate. Elle se dilate, elle prend plus de place, en fait, quand elle est chaude. C'est la première chose. Donc, la montée de la mer, pour la moitié de la montée de la mer, c'est la dilatation, c'est l'océan qui se dilate. Et le reste de l'augmentation, c'est les glaciers qui sont de l'eau gelée sur la terre, qui va fondre, et donc qui va rejoindre la mer, et donc faire monter le niveau de la mer. Et en l'occurrence, le premier qui devrait commencer à fondre sérieusement, c'est le Groenland. Je ne parle même pas de la mer de glace à Chamonix, qui a perdu quasiment tout son volume de glace depuis 40 ans. Alors, une autre qui demande si tout fond. Alors, je ne sais pas ce que... Ah, je l'ai. C'est la glace-neige. Où est-ce qu'elle est? Si toute la glace-neige fonde, les glaciers, et même les neiges des montagnes, à quelle hauteur l'eau montera? Il veut savoir où est-ce qu'il va s'installer. Si tout fond... Si tout fond, c'est à peu près... si le Groenland fond, c'est 7 mètres. Ouais. Et l'Antarctique? Si l'Antarctique fond, je pense qu'on est autour de 100 mètres. Hein. Ouais, j'avais lu 60 mètres. Moi, mais on est dans ces eaux-là à peu près. 100 mètres, ouais. Et là, ça concerne beaucoup de côtes. Hein. C'est déjà arrivé dans l'histoire planétaire. On n'était pas là. Voilà. Bon, entre 60 et 100, on y est. Merci Mordiou. Oui. La mer qui monte, pomper l'eau, montée irréversible des océans, pomper l'eau, désalination, station de dessalement. Alors oui, mais l'eau que vous avez pompée, vous allez la mettre où après? Et puis elle va recouler vers la mer en fait. Donc en fait, c'est un cycle l'eau. Hein. Vous savez, l'eau de la mer, c'est de l'eau salée, mais quand elle s'évapore, elle perd son sel et elle monte dans les nuages. Et elle retombe, et après elle revient à l'océan. Donc c'est un cycle. Hein, et aujourd'hui, l'océan abrite 97% de l'eau planétaire. Et dans les glaciers antarctiques, c'est le reste? Ouais, les glaciers terrestres sont le reste. Il y a un 0 et quelques % sur les nappes phréatiques, l'eau douce stockée dans les couches sédimentaires. D'accord. Qui seront un problème à terme avec la sécheresse aussi. C'est la plus grande richesse de la France, hein, l'eau. L'eau dans les nappes phréatiques, hein, c'est une des plus grandes richesses de la France, l'eau, aujourd'hui. Oui, enfin, faut pas les polluer déjà, c'est l'enjeu principal. Et quand on fait du fracking, quand on fait du gaz de schiste, beaucoup en Amérique, ils ont commencé à se dire qu'ils allaient récupérer tout ce gaz-là. On balance plein de produits dans le sous-sol pour faire craquer les poches de gaz, et ben, ça, c'est une catastrophe. Certains robinets aux US, vous allumez un briquet devant, ça s'enflamme. Donc il y a pas mal de... Et ce qui est fou, c'est que
Cette gaz de schiste en Amérique a permis de positionner l'Amérique comme le premier producteur mondial de gaz et de pétrole. Alors que tout le monde pense que c'est l'Arabie Saoudite. Alors là, il y a une discussion sur Marseille. Donc, si tout fond, où est-ce qu'elle est la question? Valentin, est-ce que tu peux faire remonter? Il ne faut pas être trop inquiet. Hein. Enfin, pas être trop inquiet. Trop inquiet. Est-ce qu'il va devenir un poisson? Si tout fond, c'est 400 ans. Il va y avoir entre maintenant et que tout va fondre. Déjà, je pense que tout ne va pas fondre déjà. On peut se faire peur, on peut jouer à se faire peur, mais bon, on parle de cycle géologique là. Hein. On parle de bien au-delà de notre échelle de compte humaine. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer entre-temps. Oui, et notamment peut-être un refroidissement aussi lié au nouveau cycle océanique. Mais j'ai croisé un géologue, ouais, qui me dit ce qui est bien, c'est qu'on a mis assez de gaz de CO2 dans l'atmosphère pour éviter le prochain âge glaciaire. Là, il me parlait de temps géologique. Hein. Et donc, par contre, je suis d'après, on n'y échappera pas. Bon. Et là, on parle de millions d'années. On est dans l'autre dimension, dans la 4e dimension. Mais en tout cas, ça nous laisse le temps de faire ce qu'on peut. Alors, le dessalement de l'eau de mer, je le dis au passage, consomme énormément d'énergie. On ne peut pas dessaler l'eau de mer si on n'a pas une centrale nucléaire. Donc, ça vous donne un peu l'idée de problème. Le problème. Nouveau problème. Alors, qu'est-ce que nous avons comme question? Je parle à grande échelle, hein, bien sûr. Oula. Là, on veut aller chercher les gros glaçons. Ouais, bon, non, ça, alors, qu'est-ce qui pourrait arrêter la fonte des glaces des pôles? Respecter l'engagement de l'accord de Paris. Respecter la neutralité carbone à 2050. C'est dans 30 ans. C'est loin d'être impossible. Techniquement, c'est loin d'être impossible, mais il faut la volonté de le faire. Et la volonté collective, parce que c'est pas parce que la France elle est très motivée pour y aller, que si elle est toute seule, ça ne va rien faire. Il faut une volonté collective, ça prend du temps. Ça prend aussi beaucoup d'éducation des populations en fait pour arriver à faire comprendre les enjeux. Alors, notre ami Kirikoulou qui se dit ce n'est pas respecter l'accord de Paris. Est-ce que l'accord de Paris est respecté, Romain? Non, il n'est pas respecté. Bien sûr que non. On n'est pas du tout au niveau de l'accord de Paris. Mais tout le monde, personne ne respecte au final. Aujourd'hui, il y a très peu de pays qui le respectent. Il y en a quelques-uns qui doivent le respecter parce qu'ils ont très peu d'activités, ils ne sont pas des grands pays compliqués, mais à l'échelle globale, on n'en a pas du tout. D'accord, donc il n'y a pas de nouvel accord de toute façon à définir, on va rester sur celui-là et faire en sorte que ça soit appliqué. Oui, tous les 4 ans, les pays doivent reconsidérer leurs engagements pour respecter l'accord de Paris, et ils viennent de le faire 4 ans après la COP21, et on est à 0,5% de baisse avec ce qu'ils ont prévu de faire. Donc ça ne suffit pas, il a fallu être à moins 20 ou moins 25 aujourd'hui déjà. C'est ce que recommande l'Ariana. Je pense qu'elle est dans ce prix-là. L'inversion de la fonte des glaciers est-elle possible si de gros efforts sont fournis? Est-ce réaliste? Bien sûr. C'est possible. Ça ne sera pas possible dans le siècle actuel, mais c'est possible pour 2100, pardon. Alors, Blue Champ. Arrêter. Oui. Il faut tout. C'est déjà super. Et on peut stabiliser les choses. En fait, le problème qu'on a, en fait, quand vous faut bien comprendre, c'est que tous les jours, on dit mais les climatologues se trompent, finalement, à chaque fois, et c'est plus grave qu'avant. Parce qu'en fait, depuis une trentaine d'années, on est sur une accélération permanente, en fait. Et donc, tant qu'on accélère une situation, en fait, on n'arrive pas à prédire où la trajectoire va finir. Il faut d'abord stabiliser cette accélération pour déjà savoir où on va finir et la diminuer. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de prédire une accélération, tant que la situation s'accélère. Et c'est le cas depuis 30 ans. Spikey nous dit, les États-Unis vont-ils respecter l'accord
de Paris avec Biden? Biden a déclaré qu'il revenait d'un accord de Paris, donc oui, et je pense qu'ils vont mettre la pression pour le faire plus que l'accord de Paris. Et une Et question... Biden n'est là que pour 4 ans. Pour 4 ans, c'est le problème de... Voilà. À voir. J'ai pu poser une question, alors je ne la vois plus. Valentin, si tu la vois, c'est au sujet de Tara. Quelqu'un qui nous dit j'ai vu que Tara était repartie. Voilà. Qu'attendez-vous de cette expédition? Où en êtes-vous? Cette expédition elle est partie le 12 décembre, effectivement, le jour des 5 ans de l'accord de Paris d'ailleurs, symboliquement. Et Civit était là, je crois, au départ. Et qu'est-ce qu'on attend de cette expédition? En fait, elle va s'intéresser à tout ce microbiome dont j'ai parlé tout à l'heure et essayer de comprendre comment ça fonctionne, en fait. Comment cet océan, par magie, j'ai envie de dire, aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, produit l'oxygène autant, comment il fait pour stocker du carbone, comment demain il le fera. Et qu'est-ce qu'il faut protéger davantage comme écosystème ou comme... Est-ce qu'il n'y a pas des espèces dans ces systèmes-là qui sont clés? C'est-à-dire que si elles sont là, ça fonctionne, si elles ne sont pas là, ça ne fonctionne pas. Comme l'océan n'est que des réseaux, l'océan c'est un gros Facebook d'organismes qui travaillent, qui interagissent ensemble. Et ben, est-ce qu'on peut trouver des espèces clés de voûte, comme on dit souvent, à protéger particulièrement et pas d'autres? C'est un peu ce qu'on va se poser comme question avec cette mission de Tara aujourd'hui. Puis on va surtout beaucoup parler du sujet. Et ça, c'est une question de jeu d'éducation. Partout où le bateau passe. Voilà. En ce moment, elle est au Chili. Elle est au Chili et à bord du bateau, ils n'arrêtent pas de prélever des organismes tous les jours. C'est quoi Tara? Ah oui, Kirikulu, c'est quoi Tara? C'est important. Pourtant, j'ai dit au début, j'étais peut-être pas arrivé encore. Est-ce que je suis climatologue? Moi, je suis marin biologiste, mais je côtoie beaucoup de scientifiques. Et donc, à force, je deviens peut-être relativement climatologue aussi. Et pour ceux qui demandaient plutôt, moi je suis journaliste à Sciences et Avenir. Est-ce qu'il y a un risque de disparition du plancton? C'est clean. Disparition, non. Changement, modification Vous avez des espèces qui sont très adaptées aujourd'hui. C'est comme les récifs coralliens. Hein. Vous avez des récifs coralliens qui sont des espèces coralliennes qui sont très adaptées à ce qui se passe aujourd'hui. La température, ils sont bien. Comme nous, on est bien là où on est en France. Et la température, on est bien. Mais comme ça va changer, il y aura d'autres espèces qui sont plus adaptées qu'elles aux nouvelles conditions, qui vont émerger, qui vont prendre la place de celles d'aujourd'hui. Donc en fait, on ne peut pas parler de disparition de récifs coralliens, je ne pense pas. En tout cas, pas à court terme. On ne peut pas parler de disparition de plancton, mais ça va changer. Et la question est de savoir comment ça va changer. Et quels nouveaux équilibres cela va entraîner? Et quels nouveaux équilibres ça va entraîner et comment on s'adaptera, comment on peut... Parce que s'adapter, tout est devant nous. Atténuer, on sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour atténuer le changement climatique. On a déjà beaucoup parlé dans ce chat. Mais s'adapter, comment, quand, quels moyens, c'est une autre question. Alors, j'ai vu précédemment une question, si tu la vois, Valentin, sur le ralentissement du Gulf Stream, et quelqu'un lui répond. Voilà, comment interpréter le ralentissement inédit du Gulf Stream? Et il y a eu un message suivant qui disait que ce n'est pas un ralentissement, mais un déplacement. Il a dit que ce n'est pas un remplacement, mais c'est un déplacement. Déplacement, oui. Alors, le Gulf Stream, c'est un courant. Hein, donc le courant, il va là où lui permet les différentes masses d'eau. Et ce qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas un ralentissement, effectivement. Ce n'est pas le jour d'après de Hollywood, là. Ce n'est pas encore ça. Hein, ce n'est pas l'ère glaciaire qui arrive en 2030. Mais par contre, c'est un changement de position du Gulf Stream. Alors, est-ce que c'est une oscillation? Est-ce qu'on va avoir un retour? Il y a une oscillation du Gulf Stream bien connue qui s'appelle la North Atlantic Oscillation, qui est très bien définie, qu'on observe depuis très longtemps maintenant et qu'on connaît bien. Est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un changement de cette oscillation ou est-ce que c'est un nouveau facteur qui arrive? On ne sait pas encore. Snowy White nous demande s'il y a une récente innovation technologique, une idée qui a particulièrement retenu votre attention pour l'inversement de la tendance à moyen ou long terme. Il y a un sujet qui est la cause du problème, c'est le gaz à effet de serre. Comment, demain, on peut imaginer une technologie, si on parle de technologie pour nous sortir de là, qui va attraper le CO2 de l'atmosphère et le stocker.
Alors, on sait le faire un peu au niveau des producteurs de CO2, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'usines de charbon, certaines usines de charbon un peu évoluées, récentes. On attrape le CO2 à la sortie de l'émission et on le remet au fond de la nappe gazière. Donc ça existe beaucoup. En mer du Nord, il y a déjà beaucoup de choses comme ça qui sont transformées. Ils ont transformé des plateformes pétrolières gazières en plateformes de réenfouissement de CO2 au fond. Et le CO2 vient de l'Écosse. Ça, c'est des idées. Il y a peut-être une technologie à inventer pour essayer de capter le CO2 qui est dans l'atmosphère, là, qui est en trop grande quantité, pour le diminuer sa concentration. Il y a une expérience qui va être menée en juin, à petite échelle, ne vous affolez pas, de mettre des... Alors, je ne sais plus ce que c'est une matière qui réverbère les rayons solaires. On va en mettre en haute atmosphère pour essayer de bloquer justement le réchauffement lié au soleil. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la géo-ingénierie en quelque sorte. Je suis toujours assez circonspect par toutes ces idées je retrouve tout. J'ai toujours peur des dommages collatéraux que ça peut, d'autres effets dominos que ça peut engendrer en fait, et qu'eux on contrôlera pas du tout. Donc c'est ça le. Quand on regarde l'histoire, c'est un peu ce qu'on aperçoit à chaque fois. Chaque introduction d'animal, on ne maîtrise plus rien après. Voilà. Vous avez vu, il y a des histoires. On a introduit des rats malencontreusement dans les îles antarctiques françaises, à Kerguelen notamment, et ça a complètement changé les écosystèmes, et pour toujours, par exemple. Et par contre, il y a des exemples qui ont fonctionné. On s'est rendu compte quand j'étais gamin qu'on avait un problème d'ozone, vous avez tous entendu parler de ça, et que le problème le trou dans la couche d'ozone au pôle. Le trou dans la couche d'ozone au pôle sud, ouais. Et on s'est aperçu que c'était causé en grande partie par des gaz fluorés, qui sont dans les bombes pour faire plus pchit, là. Et le monde a décidé de les stopper, d'arrêter la consommation. Et 40 ans plus tard, on voit que ça fonctionne. On voit que le trou d'ozone se résorbe, qu'on avance, que ça fonctionne en fait. Et donc quand on mobilise à l'échelle internationale, comme on doit le faire pour le climat aujourd'hui, eh bien en fait ça a des résultats. On a des résultats. Ça fonctionne. Et c'est ça finalement qui est important de retenir. Hein. C'est qu'il faut aligner pas mal de pays pour y arriver. Alors à l'époque, on n'était que 20 de pays à négocier. Maintenant, on est plus nombreux, plus compliqué. Valentin, est-ce que tu peux remonter la question de Heiwo sur les solutions plastiques que j'ai vu passer? Alors, on en a déjà parlé du plastique. Donc, la solution, Romain, vous disiez, il faut fermer le robinet en quelque sorte. Mais ce qui est déjà dans la nature, est-ce qu'il y a des innovations, quelque chose à faire? Il y a des innovations qui, moi, je pense, sont intéressantes. Il y a des gens qui ont essayé d'aller nettoyer la mer. Moi, je trouve que c'est une hérésie. Je pense que c'est une bulle d'esprit. Ça contente tout le monde en disant c'est bon, on peut nettoyer la mer, c'est génial. Par contre, ces gens-là qui ont commencé à faire ça se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas et donc ont commencé à mettre à capter le plastique dans les fleuves en Chine, dans les gros fleuves, en amont. Là, au fait, finalement, c'est très concentré en fait. Et que pas besoin d'avancer pour le collecter, il suffit de se mettre dans le flux du fleuve et puis on peut attraper beaucoup de choses. Ça fonctionne bien. D'accord, mais il y a de la vie dessus. Ces microplastiques, c'est des petits radeaux. Il y a de la vie, mais il y en a beaucoup de vie quand même, donc c'est pas très. Je ne trouve pas que ce soit un impact majeur. D'accord. C'est des filets surtout aujourd'hui. Alors le microplastique passe, hein, bien entendu. Mais est-ce que ça bloque pas le passage des poissons par ailleurs? Non, parce qu'en fait, il n'y a jamais toujours tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est pas tout le fleuve, hein, c'est sur une berge d'un fleuve, c'est sur les côtés du fleuve. Souvent, les plastiques sont plutôt sur les côtés que c'est un phénomène physique de flux. Les plastiques sont plutôt sur les côtés plutôt qu'au centre du fleuve. D'accord. L'Islandais nous demande si on a entendu parler d'un crabe qui est en train d'envahir les eaux françaises dans quelques années. On va pas, ça ne me parle pas. Je pense qu'il n'y en a pas qu'un, mais je pense que ce n'est pas la seule espèce qui envahit les eaux françaises. Et je pense que des crabes françaises sont en train d'envahir d'autres eaux. Et donc, en fait, ça bouge. Il y a des grands changements de tous les côtés, ça bouge. Ça bouge. Il y a ce fameux crabe du Japon, du Kamchatka, qui est un crabe qui fait parfois 2 mètres de diamètre. Les pattes sont de très grandes pattes. Je ne sais pas 2 mètres le crabe lui-même, mais les grandes pattes, qu'on trouve beaucoup en Norvège.
effectivement. Il a été amené là par inadvertance. Le poisson-lion en Méditerranée aussi, nous dit Clean. J'ai vu passer bien plus avant une question sur les mammifères marins. Sont-ils en voie de disparition? Les grands mammifères, donc de type baleine, j'imagine, de type... Disparition des mammifères. Voilà, de petits requins. Mais c'est pas un mammifère pour le coup. C'est un poisson. Non, mais qu'en poisson. est-il de la disparition de ces grands mammifères marins? Je pense qu'ils sont plus affectés par la pêche, par la pêche, soit la pêche déterminée et ciblée, soit la pêche collatérale, je veux dire les prises accessoires, hein, plutôt que par aujourd'hui les enjeux encore de chaleur et de pollution. Et il y a quelque chose qui est fait justement pour ces prises. Et puis, alors il y a aussi les collisions avec les bateaux. Donc est-ce qu'il y a... Oui, il y a des essais de comprendre à quelle fréquence sont sensibles les mammifères et qu'est-ce qu'ils prennent comme un danger. Il se trouve que chaque mammifère a une fréquence particulière, donc c'est pas simple du coup pour avoir des dispositifs qui évitent ces collisions, parce qu'il faudrait avoir toutes les fréquences émises. Donc il y a pas mal de recherches faites là-dessus, notamment par le monde du shipping, qui effectivement rencontre beaucoup de mammifères en mer. Alors j'ai vu passer aussi une remarque disant que ces grands mammifères mangent du plastique aussi. Donc il n'y a pas que, il y a les tortues, il y a aussi ce problème d'ingestion par les animaux. Des gros morceaux, oui, parce qu'ils mangent beaucoup. Les tortues notamment mangent des méduses. Un plastique, pour une tortue un peu bigleuse, ça ressemble beaucoup à une méduse. Donc oui, il y a des enjeux comme ça, des problèmes, mais j'ai pas l'impression que ce soit le plus grand danger du plastique. C'est celui qui choque le plus, certainement. Ouais. Mais c'est pas là le plus grand impact du plastique. C'est les petits, les microplastiques, en l'occurrence. Ouais, je pense, qui sont plus insinueux, en fait, qui interagissent davantage avec les organismes, qui sont mangés par les organismes qu'on mange, etc. C'est ce que j'ai vu passer tout à l'heure aussi, quelqu'un qui disait, mais au final, nous mangeons aussi du plastique. Ah oui, on en mange, la question, et le poisson aussi en mange, hein, la question. On pense que le poisson le mange et le rejette. J'ai envie de dire que je pense qu'on en respire plus de plastique qu'on en mange, chaque jour. Et il ne reste pas dans je pense pas, je sais pas s'il reste dans le corps ou pas, mais qu'est-ce qu'il y a comme question encore? Il y en a plein, c'est dingue. Alors, on se repose la question de Tara, et puis il y en a une autre sur la pollution marine chimique, mais en ce qui concerne Tara, pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est effectivement un grand voilier. Ne vous posez plus la question, c'est un voilier. Un voilier, c'est une goélette qui a 2 mâts, qui est en aluminium, qui fait 36 mètres, qui est quand même un beau bateau quand même. On peut peut-être en parler de son histoire. Ouais, qui est un bateau qui a 32 ans cette année, qui a été construit à l'époque pour un explorateur polaire qui s'appelait Jean-Louis Etienne, et qui, 5 ans après, est devenu la propriété d'un grand marin néo-zélandais, et qui a été malheureusement assassiné à bord du bateau par des pirates en Amazonie en 2001. Et les fondateurs de Tara, aujourd'hui, ont racheté ce bateau à sa veuve en 2003. Et depuis, voilà. il est dédié aussi. À disposition de la recherche française, bien entendu, mais également, en général, chaque projet de recherche, le bateau part entre 1 an et 4 ans d'affilée, non-stop, avec à son bord, qui se relaye à bord, un consortium de 20-25 laboratoires de 10 pays, 12 pays, qui s'intéressent à la même question autour du monde pendant 3-4 ans. Parce qu'encore une fois, ces enjeux sont globaux, donc il faut des réponses, des études globales aussi. Alors, l'une des premières missions, voilà, on voit le bateau, tout le monde le voit. On va mettre sous voie, c'est plus sympa. Et il est où en ce moment? Il est au Chili, par 50 degrés sud, 48 degrés sud, dans les canaux de Patagonie, donc sur la côte sud-ouest de l'Amérique latine. Donc, la première édition de Tara, scientifique en tout cas, c'était la dérive polaire. C'est bien ça? Ouais, la première grande mission, c'est la dérive polaire. Ouais. La mission actuelle, c'est le microbiome, microbiome. Et la dérive polaire, c'était une aventure folle. C'est-à-dire que le bateau s'est mis. En 2006, on a décidé de mettre le bateau dans la glace au pôle Nord.
Et donc, on a navigué vers le nord. Hein. Et puis, à un moment, on a touché la glace. On a fait des trous dans la glace. On a mis des pieux. Puis on s'est amarré la glace qui était là, qui fait 1 mètre d'épaisseur. Hein. C'est vraiment un truc très petit. C'est au ras de l'eau, la glace. La banquise, c'est de l'eau de mer gelée. Et puis, quelques jours plus tard, tout a gelé autour de nous. Et le bateau s'est mis à dériver, poussé par les vents dominants, à travers le pôle Nord. Et on a fait comme ça, on a dérivé 10 km par jour à peu près, pendant 500 jours, 1 an et demi, en passant à 150 km du pôle Nord, et en sortant finalement au nord de l'Europe, entre le Groenland et l'Europe. Et pendant tout ce temps-là, on a fait de la recherche, on a essayé de comprendre pourquoi cette glace de mer fondait si vite, quelle était la dynamique, par où ça fondait, par où arrivait la chaleur. Il se trouve qu'elle arrive par l'atmosphère et par l'océan, donc au milieu, cette couche de glace qui fait 1 mètre d'épaisseur en moyenne, eh ben, c'est un sale temps. Il ne faut pas qu'elle fonde chaque année. Et donc on a des membres d'équipe qui sont restés pour certains 6-7 mois, et il y en a 2 qui sont restés 15 mois. Avec la nuit polaire. La nuit polaire. Il y a 6 mois de nuit polaire, 6 mois de jour permanent, 6 mois de nuit. C'est une aventure. C'est une aventure assez géniale à vivre. Je le recommande. On va y retourner bientôt avec Tara. Donc, visiblement, j'ai vu que plusieurs personnes vont vous demander des stages, hein, j'ai vu passer. Paprenel nous demande, il y a quel genre d'instrument de recherche à bord? Alors, vous savez, quand on va en mer, l'enjeu principal, c'est compliqué d'y aller. C'est compliqué d'y aller parce que déjà, la mer, elle bouge, parce qu'il y a du mauvais temps, parce que ça coûte cher, il faut trouver de l'argent, et parce qu'on est souvent dans des pays étrangers, donc il faut demander l'autorisation d'aller dans ces pays étrangers pour prélever des choses. Et donc, le maximum, tout le temps on est en mer, on passe notre temps à prendre des données, à récupérer des échantillons, à mesurer, à prendre. On a à bord du bateau beaucoup d'appareils qui permettent de mesurer des paramètres de fluorescence, de salinité, bien entendu, de température, c'est la base, mais également de mesurer, de regarder ce qu'il y a comme micro-organismes dans la mer, de les voir en microscopie. Il y a aussi des appareils qui permettent de collecter, comme des filets, qui sont des mailles très petites, hein, des mailles qui font quelques microns. Le maille du filet de pêche, c'est comme ça. Et nous, on pêche avec des mailles qui sont très, très petites pour collecter le plancton, les virus, les bactéries, etc. Et on stocke tout ça à bord du bateau, dans des tubes, parfois à moins 180 degrés, dans un azote liquide. Et c'est tous les 3 mois qu'on envoie ces échantillons dans les laboratoires qui analysent ça pendant les années qui viennent. On a fait une mission Tara Océan, c'est appelé Tara Océan, qui a commencé en 2009 et s'est fini en 2013. Depuis 10 ans, on travaille sur les données encore. Et on découvre encore des choses. Donc, c'est beaucoup de travail. Quel genre d'instrument de recherche? Non, il y a aussi le financement. Il y a une question sur le financement. Qui finance et l'équipage, voilà. Enfin, l'équipage, qui est à bord? Parce qu'il y a une partie équipage. Alors, qui est à bord? Qui est à bord? Il y a des marins professionnels, qui sont des marins de la marine marchande, qui ont leur métier de commander des gros bateaux, des containers, des porte-containers, qui sont aussi en train de commander Tara. Ils sont 6. Un capitaine, un second capitaine, un chef mécanicien, un officier de pont, une officier de pont, une cuisinière, un cuisinier. Enfin, il y a pas mal de femmes dans l'équipage de Tara. Je tiens à préciser. Et puis, il y a un journaliste à bord, il y a un artiste invité en résidence, souvent, et puis il y a 6 scientifiques ou 7 scientifiques embarqués à bord du bateau. Et ce petit monde-là se relaye à bord, les marins 3 mois par 3 mois, les scientifiques 1 mois par 1 mois. Et voilà. Donc, ça crée des liens, comme on dit. Ça peut discuter à bord du bateau, ça crée des liens, et du coup, ça crée des liens entre scientifiques qui apprennent à se connaître, qui vivent des moments un peu forts ensemble et qui après font qu'ils deviennent amis. Il faut d'autres aventures ailleurs à partir de ce qu'ils ont noué sur Tara. J'en ai rencontré. Bien sûr, ouais, ils partent ailleurs, et puis ils se retrouvent souvent sur Tara parce que les projets Tara sont tout le temps en train de se lancer. Et il y a une communauté de scientifiques de Tara, autour de 2000 scientifiques aujourd'hui, je pense, qui tournent autour de Tara et qui sont dans tous les laboratoires dans le monde entier. Donc c'est depuis toutes ces années en fait. C'est clair, Paprenel, qu'il vaut mieux bien s'entendre. J'ai vu passer tout à l'heure. Oui, le financement, oui. C'est un projet qui a été fondé au départ par une styliste de mode qui s'appelle Agnès B, qui fait des vêtements. Elle a financé ça toute seule au départ.
Et elle a été rejointe depuis par pas mal de différents types de financeurs. Il y a des entreprises privées, du mécénat privé, qui n'a aucun droit de regard sur ce que fait le bateau en termes scientifiques, bien entendu, par des collectivités comme l'Orient, comme les Bretagnes, comme des régions, qui financent une partie des projets de temps en temps. Il y a des donateurs, comme vous et moi, qui donnent 5 ou 10 euros, 2 centimes, 1 euro, ou qui font des gros dons, des gros legs aussi. Ils nous donnent soit des bateaux qu'ils ne veulent plus qu'on revend, ou qui nous donnent aussi parfois des immeubles, etc. Comme on donnerait finalement à WWF ou à n'importe quelle autre grande cause philanthropique. Et voilà, puis il y a nos partenaires scientifiques qui, eux, financent la recherche à bord du bateau. La Fondation Tara, elle finance tout ce que ça coûte d'aller en mer et de mettre un bateau en mer et de faire tout le programme pédagogique autour de ça et de le faire savoir et de le faire connaître. Et les scientifiques sont en charge, eux, de financer leurs chercheurs, leurs moyens de venir à bord et la science qui se passe à bord. Et c'est public, c'est-à-dire que tout ce qui est produit à bord, ça c'est important aujourd'hui, c'est très important que tout ça soit open source, ouvert à tous les scientifiques de la communauté internationale. Qui finance tout ça. Il y a le Prince de Monaco qui est un financeur depuis 15 ans, il y a Agnès B qui finance depuis 15 ans, il y a eu la Fondation Veolia pendant 10 ans qui a financé, il y a une banque qui nous a rejoint récemment, enfin, c'est très varié. Il y a des PME, il y a des salariés de PME qui disent nous on veut soutenir une cause, et la cause qu'on veut soutenir c'est Tara, et du coup la PME soutient avec un chèque de 5 000 € par an, peut-être 10 000 € par an, pour soutenir, apporter une pierre à l'édifice. Voilà, c'est très, très, très vaste. Il y a un peu de tout. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toute la société, en fait. Il y a une question qui est passée, donc je suis désolée pour cette personne, j'ai pas retenu le nom, qui demandait qui pollue, en fait, voilà, quels sont les plus gros pollueurs. Or, il se trouve que Tara a mené une enquête en Europe sur les émetteurs de plastique via les fleuves. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On n'a pas encore les résultats. Ah, on ne sait pas qui pollue le plus? Non, et c'est pas ça qu'on cherche à dire. Alors, moi, j'ai juste... Ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'on pense que c'est tellement lié à des habitudes de consommation et d'équipement des territoires, d'organisation des territoires, de collecte de déchets, etc. Puis on essaie de voir si les différents pays européens ont des impacts différents sur ces pollutions, en fait. Est-ce que l'Allemagne a mieux organisé son territoire pour moins polluer les cours d'eau que la France ou pas? Et l'enjeu n'est pas tout de dire ça, tu travailles mal, toi, tu travailles bien. L'enjeu est de mieux comprendre comment demain améliorer tous ces systèmes de collecte de déchets pour que ça arrête d'aller en mer, bien entendu. Faire un état des lieux, en quelque sorte. Ouais, et puis on n'a aucune idée, en fait. Aucune idée d'où ça vient. Aucune idée. Et pourtant, quand on mesure les fleuves de la Seine, comme Hambourg, la Tamise, on voit des microplastiques en amont de villes comme Londres, comme Hambourg, comme Rouen. On voit des microplastiques partout, en fait. Déjà microplastiques. On croyait longtemps que c'était fragmenté en mer. Et en fait, même là, c'est déjà fragmenté dans les fleuves. Donc, en fait, le plastique qu'on voit dans les fleuves, il a été mis dans la nature il y a peut-être 30 ou 40 ans, en fait. Donc, il y a une inertie folle dans tout cet enjeu de pollution aujourd'hui, parce que les microplastiques qu'on voit, à l'œil nu, en tout cas, ils font 1 millimètre. Il y en a encore d'autres plus petits. Et lors de cette mission, vous avez mis des capteurs GPS, si je me souviens bien, sur les gros morceaux pour voir un petit peu le parcours de ces déchets. On va le refaire sur le Rhône à partir de cette année-là. D'accord. Pour avoir un peu la carte des déplacements de ces déchets. Pour voir un peu ce qui se passe, en fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Et je vous rappelle que cette question du plastique, ça a l'air d'être là depuis la nuit des temps, mais on s'est rendu compte, l'humanité s'est rendu compte de ce problème en 2008. 2008, c'est peut-être beaucoup pour certains d'entre vous. Mais 2008, c'est hier. C'est quand on a inventé l'iPhone. C'était pas si longtemps que ça. Et donc, on a pris conscience. Donc, le temps que la science se mette en route, ça a pris 4-5 ans. Donc, ça fait 5-6 ans que les chercheurs commencent à se poser des questions sur ces enjeux de pollution plastique. Donc, on est au tout début de cette aventure. Il y a beaucoup de travail. Si vous voulez travailler là-dedans, il y a plein de boulot.
Almavo se demande si les plastiques vont finir par se biodégrader. Alors, les plastiques vont finir par s'accumuler dans des niches au fond de la mer, dans les sédiments, ceux qui sont dans la mer déjà. Mais se biodégrader, finir, je ne sais pas ce que vous dites par finir, c'est peut-être dans 5 siècles peut-être. Mais non, il n'y a pas beaucoup de plastique biodégradable aujourd'hui. Donc, par contre, effectivement, un plastique est dans le sédiment. Et moi, je pense que d'ici un siècle, quand je pense qu'on va réagir au changement du plastique. On va y arriver, on va réagir. Et je le vois déjà que beaucoup d'industriels se posent la question partout, changer leur pratique et leur packaging, etc. Mais je pense que dans un siècle, quand on ira faire des carottages, vous savez, au fond de la mer pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le sédiment, on verra une couche de plastique d'accumulation d'un siècle ou d'un siècle. Une couche qui sera accumulée au fond de la mer, comme d'autres couches sont accumulées dans le passé. Ça sera de l'histoire ancienne. Et une fois que c'est dans le sédiment, il n'y a plus beaucoup d'interactions avec les écosystèmes, avec notre écosystème à nous, dont on dépend. Et donc, on passera à autre chose. Mais ça sera toujours là, effectivement. Alors, il y a beaucoup de questions. Delta Computer, le dernier, demande s'il y a des hypothèses sur la provenance des microplastiques. Est-ce que ce sont les vêtements? Et moi, je pose la question pour compléter, est-ce que ce sont les roues des voitures? Quels sont les plus gros émetteurs de microplastiques? Ah bah, il y en a plein, oui, effectivement, les vêtements synthétiques, hein, quand vous faites ça sur un vêtement un peu léger, il y a des microparticules qui volent. Les roues des voitures, bien sûr, les pneus de voiture ne sont pas en caoutchouc naturel, hein, ils sont en plastique chimique. Donc ça, et je crois que c'est 1 gramme au 100 km que chaque pneu perd. Donc on a du plastique qui finit sur les routes, et donc qui coule, et donc qui va où? Voilà. Je vous laisse réfléchir. Les grands émetteurs, on ne les connaît pas très bien. Et c'est beaucoup du plastique qui se fragmente, en fait, sous l'effet du temps, des UV. C'est nous. C'est nous tous, quoi. Ça se fragmente, oui. Qui pollue le plus, j'ai envie de dire, c'est nous tous. Bien sûr, moi y compris. Je voudrais répondre à la question que Violette a posée 2 fois. Violette 33, est-ce que tu les vois, Valentin? Voilà. La pollution chimique, ex-perturbateur endocrinien, est-elle importante? Oui. Bah oui, d'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine mission de Tara en 2023. On s'intéresser autour de l'Europe à cette influence de tous ces perturbateurs qui sont finalement, vous savez, quand on prend un médicament, il y a des résidus de ce médicament qui vont dans les urines et qui continuent leur vie dans les eaux usées. On va s'intéresser à tous ces perturbateurs qui sont aussi qui émanent de notre activité diverses et variées. Et la question qu'on se pose tous, c'est quel est l'impact de cette pollution sur la santé, sur l'environnement, c'est ce fameux lien santé-environnement, et je pense que c'est un des facteurs déclenchants de grosses remises en question et de gros changements demain. C'est quand on va montrer que finalement tout ce qu'on met dans notre environnement, il y a de montrer qu'il n'y a qu'une seule nature en fait sur la planète. Si l'environnement est en mauvaise santé, si on le pollue trop, ben, finalement c'est nous qui allons être impactés par des cancers, par d'autres maladies, quoi. Donc finalement, quand on a compris que c'est ça qui est en jeu, aujourd'hui, quand on fait des études de sociologiques sur qu'est-ce qui vous fait bouger le plus, changer de comportement, la réponse numéro 1 devant toutes les autres, c'est la santé. C'est la bonne santé. Tout à fait. Et donc je pense que là, on va y arriver. Je pense que dans les 10 ans qui viennent, on va pouvoir commencer à démontrer ce genre de choses scientifiquement, parce qu'il faut arriver à l'appui avec des données, hein, parce qu'il faut être sérieux dans ce sujet-là, parce que ça a un gros impact. Et je pense que dans les 10 ans qui viennent, on va réussir à commencer à montrer des choses comme ça. Valentin, est-ce que tu vois la question de 63GG, qui doit être très bas, sur les minerais, l'exploitation des minerais? Alors lui, il posait la question sur la dorsale atlantique, ce qui ne me parle pas, mais en revanche, voilà. Est-il toujours d'actualité d'aller exploiter les minerais présents dans la dorsale océanique atlantique? Et moi, j'ajouterais, et dans le Pacifique en fait, également. Il y a des minerais dans les plaines abyssales. Voilà. On appelle ça des nodules polymétalliques, qui sont, ça fait 50 ans qu'on pense qu'on va aller chercher, mais ça coûte tellement cher d'y aller qu'on n'y va pas. Bon, c'est un peu voilà. Il y a beaucoup de minerais qui sont
importants qui sont sur les failles, comme vous dites, là où il y a des croûtes océaniques se faillent, et donc il y a des sorties de chaleur, et donc d'écosystèmes, et donc de création et aussi de minerais. Voilà. Aujourd'hui, il y a toute une bande de société civile qui dit plutôt que d'aller chercher les minerais au fond de la mer, ça coûtera beaucoup moins cher de le recycler davantage. Et de réutiliser des minerais qu'on a déjà utilisés, des terres rares notamment, etc. C'est tout un sujet. Et je crois que c'est ça le combat. C'est pas d'autoriser d'aller chercher, d'aller encore exploiter ces zones-là, surtout que il se passe quelque chose dans ces profondeurs abyssales, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie en fait solaire, et donc ça s'appelle la chimiosynthèse. La vie se développe avec des processus qu'on ne connaît pas du tout, des gènes qu'on ne connaît pas du tout, des processus biologiques qu'on ne connaît pas du tout, et d'aller gratter toute cette zone-là, ça va tuer ces écosystèmes, et donc on va aussi perdre tout un pan de l'évolution de la nature et de l'évolution de la vie, qui pourrait nous servir en technologie demain, pour faire d'autres choses de façon plus vertueuse, pourquoi pas de stocker du carbone avec des nouveaux matériaux, etc. Donc c'est ça aussi le danger, c'est scier la branche sur laquelle on est en faisant ça. Clean H nous pose la question de la pollution sonore des porte-conteneurs. La pollution sonore en général. C'est ce que j'allais dire. La mer, j'adore le titre Le monde du silence de Jacques Cousteau, mais on n'est pas du tout dans le monde du silence. La mer, les sons se propagent très très loin. L'eau est un conducteur fantastique du bruit. Et donc oui, les hélices font du bruit, tout fait du bruit. Tout. Et alors nous, on n'entend pas tous les bruits quand on est sous l'eau, parce qu'on n'a pas une bonne oreille par rapport à d'autres organismes. Mais oui, c'est un impact, évidemment. Évidemment, et comment le réduire? Alors les bateaux ont fait beaucoup de progrès en termes d'hélices, de technologie d'hélices, de faire moins de bruit, mais quand même ça fait du bruit. Moi j'avais vu que plus vite que dans l'air, oui, bien plus vite que dans l'air. Que les échouages de méduses pourraient être dus à des explosions géologiques au large, ce genre de choses. Il y a une pratique qui est assez dévastatrice, c'est que pour voir s'il y a du pétrole sous la croûte océanique, on fait péter on fait éclater des charges très fortes. Ouais, pas dynamite, mais en tout cas, on fait du bruit très fort. Et l'écho qui est répondu par la croûte océanique, suivant l'écho, on arrive à voir s'il y a du pétrole dessous ou pas. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et ça commence à être interdit dans certaines zones de la planète, c'est interdit. Valentin, est-ce que tu vois Pour l'interdire, il faut de la recherche, il faut prouver les choses, il faut des chiffres à la clé, c'est pour ça que ça peut pas être de l'idéologie, parce que derrière, il y a plein d'enjeux. Et donc, pour arriver à interdire des choses pareilles, il faut connaître, il faut y aller, il faut documenter, il faut montrer des chiffres, il faut prouver les choses. C'est comme quand on veut prouver qu'un assassin est un assassin, il faut apporter des preuves. Et il faut des expéditions scientifiques. Est-ce que lié à la pandémie, est-ce que beaucoup de bateaux sont restés au port ou pas? Tous les bateaux scientifiques, étatiques sont restés au port depuis la pandémie. À part Tara. Tara est resté au port quand même pas mal de temps. On est parti pendant la pandémie. Mais oui, tous les bateaux sont restés à quai. Les premiers bateaux français qui sont partis en mission sont partis il y a 15 jours. D'accord. Le Marion Dufresne. Ça fait autant de science en moins. Un retard de plus, quoi. Oui. Valentin, est-ce que tu vois, alors je l'ai noté, mais ça doit être assez loin, 2 messages. C'est comme Lucie. On a découvert beaucoup de nouvelles espèces, en tout cas. Pendant que vous trouvez le message, j'ai une question. A-t-il déjà découvert une nouvelle espèce? Ouais. On a découvert des nouvelles espèces de coraux, on a découvert des centaines de milliers de nouvelles espèces de microalgues, des centaines de millions de nouveaux gènes qu'on ne sait pas à quoi ça sert. On a dans l'océan, on trouve aussi des molécules plus des 3/4 sont inconnus de ce qu'on connaît. Il y a les fonds marins, puis aussi ce qui vit dedans, on est complètement aveugle. Est-ce que c'est des choses qu'on va pouvoir exploiter à l'avenir pour des médicaments? On a aussi découvert avec les scientifiques de la fondation du Tara, c'est 95% des virus marins connus ont été révélés par l'émission de Tara. 95% des virus marins connus. Et donc, vous pouvez me dire, ça fait une belle jambe de connaître les virus marins, mais c'est en documentant tous ces virus qu'on arrive à se prémunir de nouveaux virus, en fait. Almavo qui dit impressionnant, on est à ce point dans l'inconnu.
Ah ouais, il y a une phrase que j'aime bien, qui a été dite par un scientifique du Génoscope, qui s'appelait Jean Weissenbach. C'est un des chercheurs français qui a révélé, qui a séquencé le chromosome 17, ce qu'a fait la France, pour déterminer le chromosome 17 humain. Il m'a dit, avec Tara, on a découvert notre ignorance. C'est assez vrai. C'est assez vrai qu'on a découvert notre ignorance. Quel âge j'ai 45 ans. 2 enfants. Et mon fils s'appelle Nemo, pour vous dire à quel point je suis passionné par l'océan. Et ma fille Fleur. Tu as d'ailleurs participé par 2 fois à la Coupe de l'Amérique. On a oublié de le dire. Le bateau, la Coupe d'Amérique. Ouais. 2 fois en équipe de France, il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Il y a 20 ans. Belle aventure. Ça va vite, ouais. Profitez-en, ça va vite. Il faut faire le maximum pendant tout ce temps. Alors, il y avait une question que je voulais faire remonter, c'était comme Lucie Itemer et un bout de ficelle. Est-ce que tu peux nous retrouver ça, Valentin, s'il te plaît? Ça va être dur, c'était il y a longtemps. Il y a une question, pour toute exploitation de ressources, il faut beaucoup de choses est possible, mais le problème est toujours le prix, évidemment. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ce qu'on a longtemps cru, le pôle Nord comme Eldorado du gaz et du pétrole, je pense que le prix du pétrole aujourd'hui, qui est de $30, $40 le baril, et plus personne n'en veut du pétrole. Alors, on a répondu à cette question finalement. Donc j'avais dû la garder en mémoire. Et un bout de ficelle, ça te parle? Qui était peut-être sur le même sujet. Le prix du baril de pétrole aujourd'hui va empêcher qu'on aille aussi beaucoup. Ah, voilà, c'est toujours lié à la pandémie. Ah oui, mais c'est passé un truc au printemps, il y a 1 an. On voyait des dauphins revenir dans les ports, dauphins, des espèces qui se sont réapprochées du littoral, qu'on ne voyait plus. Ça vous montre à quel point, et ça c'est l'espoir que moi j'ai chevillé au corps dans tous les jours qui passent, c'est que ça montre à quel point l'océan est un espace résilient. C'est-à-dire qu'on voit bien que dès qu'on lâche une pression pendant 2 mois, même 2 mois seulement, on voit que tous les stocks repartent, on voit que les animaux reviennent. Ils ont dû se dire, mais ils sont passés où ces cons, hein? Ils sont où ces cons? Il n'y a plus personne. Ils ont dû halluciner. Et c'est la vérité. Et si elle avait été dans l'océan, je pense que sur la terrestre, c'est un peu pareil. Mais on a vu des cerfs débarquer dans les villes, dans les villages et tout, en plein milieu des feux rouges. Il n'y a plus de voitures, il n'y avait plus rien. Donc, en tout cas, l'océan, c'est une bonne pandémie tous les 4-5 ans pour les stocks, c'est bien. Je plaisante. Donc, il y a aussi un autre espoir, c'est que certains animaux menacés puissent s'adapter au changement climatique. Remonter, comme vous expliquiez. Oui, nous. Il y a Adames qui se posait, voilà, j'imagine pas ce qu'il peut y avoir dans la fosse de Marianne. Est-ce qu'il y a eu... Écoutez, j'ai un ami qui est allé, un ami que je connais pas bien, qui est un milliardaire. Victor Vescovo. Victor, ouais, qui s'est construit un sous-marin et qui s'est dit en tête d'aller tout au fond des océans partout où il pouvait, donc un peu allumé quand même, qui a trouvé un plastique au fond. Un sac plastique au fond de la fosse de Marianne, mais c'est pas étonnant. Vous imaginez bien qu'on en trouvait partout. D'ailleurs, il est allé dans plein d'endroits qu'on ne connaissait pas, il a trouvé de la vie. Ouais, là, on ne l'imaginait pas, quoi. C'est incroyable. C'est évident qu'il y a de la vie partout. Et là où me fait rigoler, Victor, c'est que je dis, mais tu fais de la science, tu fais des prélèvements, comment tu fais quand tu vas au fond et tout? Non, je fais des photos avec mon iPhone. Non. Ah non, je savais pas, je pense, parce qu'il a quand même beaucoup de matériel. Ils font des prélèvements, il a des petits robots autour qui font des prélèvements. Ouais, maintenant, au début, non, mais maintenant, il a développé ça. Un autre personnage du monde marin, enfin du monde terrestre aussi, puisque... Ouais, Victor est assez... Et je sais pas combien de temps il va faire ça, il m'a dit, je vais faire ça un peu de temps, puis après je vais faire autre chose, je vais vendre le sous-marin. Mais bon, on va voir. Je préfère qu'on fasse ça plutôt qu'on fasse la découverte de Mars. Hein. C'est beaucoup plus intéressant de faire ce que fait Victor que ce que fait de son argent, que ce que peut faire Elon Musk sur Mars. Quoi. Bien que finalement Mars, qu'est-ce qu'il cherche sur Mars? Il cherche la même chose que Tara cherche dans l'océan. En fait. Il cherche des traces de bactéries, de virus, pour voir si la vie a existé un jour. Bon, Elon Musk, il n'y est pas encore sur Mars. Non, il n'y est pas encore.
C'est persévérance en attendant. Alors, Delto d'Athènes qui nous dit: puis-je vous poser une question qui a déjà peut-être été posée? Y a-t-il une barrière au fond de l'eau? Je me souviens des fameuses images du sous-marin de James Cameron. Des barrières. Oui, la question m'interpelle. Une barrière. C'est-à-dire, il y a un fond, mais une barrière. Oui, je ne sais pas ce que vous appelez une barrière, en fait. Il y a un fond de la mer, ouais, c'est 11 000 mètres. Après, la fosse des Mariannes c'est une fosse, donc elle est forcément entourée de sortes de murailles, puisque c'est une... Voilà. J'imagine que c'est ça. La question n'est pas précisée. Non, tu travailles... Peut-on un autre... Ah, je vous laisse répondre. C'est la dernière question. Travailler ou aider à notre manière, au plus proche de la nature. Oh bah oui, parce que j'ai pas besoin d'être polytechnicien pour faire des choses pour tout ça. Hein. J'ai déjà dit, hein, les 3 choses importantes. Et ce que je vous dis là, c'est pas politique, hein, c'est juste c'est factuel. Hein, c'est que les 3 choses gratuites qu'on peut faire et qui sont gratuites, c'est d'en parler autour de soi, de voir qu'est-ce qu'on achète avec notre carte bleue quand on va faire des courses, avoir un petit jugement de qu'est-ce qu'on achète relativement par rapport à d'autres produits. Il y en a forcément qui sont mieux que d'autres, en termes de packaging, de ce que vous pouvez imaginer, tous les critères que vous pouvez mettre. Et troisièmement, pour qui on vote, sur quelle politique on vote, et sur quelle vision on vote pour des gens, en fait. C'est la base, en fait, et c'est gratuit, tout ça. Et il n'y a pas besoin de faire polytechnique pour faire ça. Après, il y a plein d'associations partout, comme Tara, comme d'autres, qui se mobilisent sur le terrain, qui nettoient, qui permettent à pas mal de gens d'avoir plus de sens dans ce qu'ils font, d'apporter un peu plus de sens à leur activité, à leur sortie, à leur sortie à la nature. Et puis, il ne faut pas croire que ça ne sert à rien, parce qu'on le fait tourner à notre échelle, quoi. C'est une question de nombre, tout ça. D'échelle. Et à l'échelle politique, je rappelle, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, c'est que dans les 10 ans à venir, 2021-2030, les Nations Unies veulent pousser, développer, faire une grande action pour développer des sciences océaniques en vue d'un océan, d'un environnement océanique durable. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on est au début en tout cas. Voilà. Faire attention à ce qu'on achète en termes d'emballage, mais aussi en termes d'impact CO2, par exemple. Hein. Le produit que vous achetez, les mangues, les avocats en hiver, si on peut éviter, c'est bien, parce qu'en fait, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir jusqu'à chez vous. Et donc, tant qu'il y aura des gens pour les acheter, il y aura des gens pour les vendre. Et c'est dans ce sens-là que ça marche. Donc, on a un gros pouvoir de décision à notre échelle, en fait. On ne s'en rend pas compte, en fait, hein, le pouvoir qu'on a avec une carte bleue. En fait, si, je pense que progressivement, il y a quand même une prise de conscience, notamment chez les plus jeunes. Ah oui, moi je croise beaucoup d'industriels qui se demandent ce qu'ils vont vendre à ces jeunes-là, qui ne sont pas encore sur le marché des consommateurs, demain. Et qui se disent, j'ai pas le produit qu'ils cherchent aujourd'hui et donc c'est ceux-là qui s'en sortiront d'ailleurs. Hein. Ils essaient de réfléchir à des produits plus vertueux, moins impactants, etc. Alors Kirikoulou qui revient, qui nous dit qu'elle achète des pâtes, il y a du plastique, mais en fait il y a de plus en plus de vrac. On peut acheter en vrac, on vient avec son récipient et on prend ce dont on a besoin ou dans du papier. Mais ça c'est l'avenir, hein, je pense. Voilà. Et il faut privilégier peut-être. Les peu de marques qui vont aujourd'hui. Vous aimez une marque vous aimez une marque particulière que vous voulez avoir de lessive, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas très peu de marques qui s'y mettent. Ils vont être obligés d'y aller. Donc ça va venir. Pour moi, c'est évident. Il y a une question de Almao sur mais les grandes mesures impactantes pour l'écologie ne peuvent venir que d'en haut. Bien sûr que faut pas toujours mettre tout sur le consommateur, évidemment. Mais on est aussi ceux qui votent. Donc ceux d'en haut, ils sont mis en place par ceux d'en bas. Et c'est ça la démocratie, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on est tous à un moment dans sa vie producteurs de déchets, consommateurs, parents ou fils d'eux. On est tous votants. On a tous, dans notre quotidien, on a tous les rôles.
Et c'est là, c'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est pas les méchants industriels qui font pas ce qu'il faudrait faire, ou les méchants consommateurs qui consomment mal. Finalement, on est tous impliqués. Et le problème, c'est pas en mettant la faute sur les autres que vous s'en sortir. Eh bien, c'est un magnifique mot de la fin. Je suis désolée, l'heure tourne. Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Vraiment désolée, mais c'était passionnant en ce qui me concerne. Voilà, donc vous étiez sur la chaîne Twitch de Science Avenir. Nous avons un rendez-vous hebdomadaire sur des sujets différents. Romain, merci, grand merci. Merci, c'est génial. Très intéressant. C'est interminable cette histoire. Merci beaucoup à Science Avenir, merci beaucoup Sylvie. Merci à toi. Voilà, c'était passionnant. Vos questions étaient toutes diverses et vraiment chouettes. Très belle soirée à tous. À bientôt. Pour retrouver Tara d'ailleurs sur le site internet. Bye bye. Bye, merci à tout. Au revoir.